Bonsoir les Itata et bienvenue dans Faut causer une nouvelle fois ce soir. Nous vous recevons avec plaisir. Ce soir, nous parlerons d'une réalité qui touche encore beaucoup trop de familles ici en Martinique. Ici, nous parlons aujourd'hui, ce soir, d'illettrisme. Nous parlerons aussi d'échecs scolaires. Ce sont des mots derrière lesquels on retrouve beaucoup de rêves un peu cabossés, des parcours contrariés, mais aussi beaucoup d'espoir, beaucoup d'initiatives et de solutions. Et c'est avec nos 4 invités ce soir que nous en parlerons. Merci à vous tous les 4 d'être là. Saviez-vous, chers téléspectateurs, qu'une personne sur 4 en Martinique est concernée par la situation d'illettrisme? Parce que justement, derrière chaque enfant, chaque élève en difficulté, il y a un avenir à sauver. Ce soir, nous avons décidé d'en parler. Et nous en parlons justement avec vous, Monsieur Pedi Cagliari. Merci d'être là. Vous êtes donc enseignant-chercheur, maître de conférences en psychologie à l'UA, donc l'Université des Antilles. Et vous étiez jusqu'à récemment directeur du département des sciences de l'éducation et des sciences de l'information et de la communication. Vous êtes aussi très engagé dans la prise en charge des difficultés d'apprentissage des enfants. Est-ce que vous pourriez nous donner justement une définition de ce mot illettrisme, échec scolaire? À quel moment parle-t-on d'échec scolaire? Alors, lorsqu'on parle d'illettrisme, on fait référence à des personnes qui ont été scolarisées mais qui ne maîtrisent pas suffisamment les compétences de lecture et qui donc vont rencontrer des difficultés modérées, voire sévères, pour être autonomes sur la lecture d'un texte. Là, on peut faire la distinction avec l'analphabétisme, où là, on est face à des personnes qui ne savent ni lire, ni écrire, et qui donc, pour la plupart du temps, n'ont pas eu la chance d'être scolarisées. Alors, c'est vrai qu'on peut faire le lien avec l'échec scolaire. Lorsqu'on parle d'échec scolaire, pour aller à l'essentiel, on est essentiellement sur des résultats scolaires qui ne sont pas bons, des moyennes qui ne sont pas bonnes, mais c'est aussi donc à la fois des données chiffrées, mais des données qualitatives, avec parfois des élèves qui sont en difficulté, notamment face à du harcèlement, face à une forme de discrimination de la part de leurs camarades, voire même parfois aussi de la communauté éducative face à ces difficultés. Donc lorsqu'on parle d'échec scolaire, on est vraiment à la fois sur des résultats, des chiffres, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, le bien-être de l'enfant. C'est ça, merci. On en parle dans un instant. On reviendra vers vous. Merci pour ces éclaircissements. Et je me tourne tout de suite vers Madame Geneviève Lupon. Merci Madame Lupon et merci d'être là avec nous. Donc vous avez 55 ans. Vous êtes inspectrice de l'éducation nationale honoraire, actuellement directrice diocésaine de l'enseignement catholique, chargée de la coordination du réseau des établissements catholiques sous contrat avec l'État. Évidemment, vous faites un travail formidable et vous pouvez répondre aussi à cette question. Quand on parle d'illettrisme, vous avez ce public en face de vous constamment. Quel est le rapport, le lien que vous avez avec ce mot? Quel travail vous faites déjà au sein du diocèse? Alors, au sein du diocèse, il y a 2 choses. Il y a d'abord l'éducation nationale qui englobe tout un groupe d'institutions. Il y a des micro-institutions comme l'institution catholique avec des établissements privés sous contrat et des établissements hors contrat, privés hors contrat. Voilà, nous représentons à peu près 9% du paysage sur la Martinique contre 20% à peu près sur le paysage global hexagonal. Donc c'est dire que l'enseignement privé a une place encore qu'elle doit pouvoir travailler. Alors, bien évidemment, moi, j'ai d'abord commencé ma carrière en tant qu'enseignante, en tant que conseillère pédagogique. J'ai fait de la formation aussi. Et donc, c'est vrai que la question de l'échec scolaire, notamment, c'est la question prégnante dans l'éducation nationale pour tous les enseignants et pour les inspecteurs et l'institution qui nous accompagne. Donc, l'échec scolaire, c'est, comme le disait très justement monsieur à l'instant, c'est effectivement pour nos élèves, l'incapacité, pour certains de nos élèves, l'incapacité de donner de la réussite et qu'elle soit effectivement de la réussite liée aux résultats scolaires, mais aussi une réussite dans l'épanouissement. Voilà, c'est ce qu'on entend par échec scolaire. Très bien, merci beaucoup Madame Lupon. Je me tourne tout de suite vers vous, Madame Christine Albin, Marie-Christine Albin, pardon. Vous êtes, vous, enseignante du premier degré, vous êtes membre de l'association 10 et nous avions eu l'occasion d'ailleurs d'échanger autour de cette même table il y a quelques temps de cela sur la problématique des enfants 10. Donc vous êtes membre de cette association 10 Martinique et vous avez été active pendant un certain temps auprès de l'association MDS, donc Maison du COSES du Savoir. C'est ça. Et cette maison du savoir, donc du COSES du savoir, elle lutte contre l'illettrisme et pour l'alphabétisation. Et forcément, vous aussi, vous faites partie de ces acteurs du terrain. Vous êtes sur le front.
Alors, je ne suis plus membre de cette association, D'accord. mais pendant un certain temps, effectivement, Mhm. j'ai œuvré auprès d'adultes, puisque je n'ai pas... La Maison du Caussès du Savoir œuvre auprès de tout public, mais moi, je ferai plutôt auprès des adultes. Alors, des adultes en situation d'illettrisme, Mhm. il fallait donc prendre en charge un petit groupe qui était évalué en fonction de ses difficultés et voir comment on pouvait l'aider, ce qu'on pouvait leur apporter, comment mettre les compétences que j'avais en tant qu'enseignante et en tant que conseillère pédagogique, comment les mettre au service de ces adultes qui avaient besoin d'apprendre à lire. Voilà. D'accord. D'accord. Et notre quatrième invitée, Madame Stéphanie Cotrébil. Bonsoir, Stéphanie Cotrébil-Franchonne. Merci d'être là aussi. Vous êtes connue sur la chaîne des Itata, n'est-ce pas, les Itata? Vous connaissez Stéphanie. Elle est surtout consultante experte en remise en forme et coach de vie. Vous avez 27 ans d'expérience, très belle carrière, et vous êtes aussi créatrice de la méthode Je suis fière de moi by Stéphanie Cotrébil. Vous combattez donc l'échec scolaire. Oui, on peut se poser la question de savoir pourquoi vous êtes là. Vous combattez l'échec scolaire avec la neuroscience, le fitness, c'est possible, et la culture pour l'avancement, augmenter en tout cas les capacités cognitives. C'est bien ça? Exact, Clara. Merci d'ailleurs pour l'invitation. Avec plaisir. Parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à dissocier le corps et l'esprit, à penser que la réussite scolaire ne serait liée qu'à des facteurs liés strictement à l'étude, à la capacité à apprendre. Or, on peut l'observer dans le monde entier. Il y a des routines sportives qui sont indispensables et toute une panoplie de pensées qu'il faut aligner pour pouvoir réussir et que beaucoup d'élèves n'ont de cesse d'essayer de travailler et échouent. Et en fait, moi, mon rôle en tant que personne, enfant qui est passé de trimestre à une moyenne catastrophique à l'excellence, j'avais besoin pour moi-même de pouvoir réfléchir, créer des solutions et ensuite transmettre. Parce qu'effectivement, même si peu de personnes le savent, le fitness est dans sa structure, lorsqu'il est bien enseigné, basé sur les neurosciences pour augmenter les capacités cognitives. Oui, super. En plus des capacités sportives, bien sûr. Voilà, physiques. Donc vous faites un beau travail en assemblant, en augmentant les capacités cognitives et physiques en même temps. En délivrant un petit message, même un grand message, qui est « Je suis fière de moi », ça porte son nom, parce que dans un laps de temps très court, il est possible de reprogrammer le cerveau vers la réussite et par répétition, voyez, il y a un levier très intéressant qui se met en place pour que ça devienne une norme. Ah oui. Voilà, dans le corps et dans l'esprit. Bon, on a hâte d'entendre tout ça dans le détail dans un instant. On va se tourner tout de suite vers Monsieur Cagliari de nouveau. J'ai une question pour vous, c'est d'un point de vue scientifique, par rapport aux travaux que vous menez jusque-là. Quelles sont, selon vous, les principales causes de l'illettrisme ici en Martinique, qui sont propres à notre société? Alors, les causes, c'est une belle question. Les causes peuvent être assez variées. Déjà, vous avez parfois des élèves qui sont porteurs de troubles des apprentissages. Et c'est une réalité, on le voit bien, on a quand même une augmentation du nombre de porteurs de troubles des apprentissages dans nos sociétés, antillaises, Martinique, Guadeloupe. Une des explications sont des causes environnementales, avec notamment l'impact des effets des pesticides. Oui, donc on le sait maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Il y a une relation de cause à effet entre les deux, et notamment issue de travaux, une étude qui a été réalisée actuellement en cours en Guadeloupe, l'étude Timoun, qui montre bien qu'on a une relation de cause à effet avec une augmentation de la prévalence des troubles 10, d'épilepsie, de TSA, troubles du spectre autistique, de TDAH, troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc on a cette réalité-là qui impacte la jeune population, les enfants, les ados, mais qui impacte aussi à travers la prévalence de maladies neurodégénératives. C'est-à-dire qu'on a maintenant des Alzheimer, Parkinson, qui sont de plus en plus précoces. C'est aussi une réalité. Donc pour vous répondre clairement, il y a cette dimension-là, c'est une réalité, et il y a aussi parfois des explications liées à... Alors, sans vouloir stigmatiser, c'est juste parfois des environnements familiaux, sociaux, qui font que l'enfant cumule un certain nombre de difficultés, parce qu'au niveau de la cellule familiale, ça peut être compliqué pour lui, pour différentes raisons, et du coup, il se retrouve en situation d'échec scolaire. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle d'illettrisme,
voudrais pas que ce soit... Le message, c'est plutôt un message de... Le message que je voudrais porter, c'est un message plutôt positif. Parce que je vois les élèves que j'accompagne, c'est pas inéluctable. L'échec n'est pas inéluctable. Mhm. Moi, ma spécialité, c'est vraiment l'accompagnement des élèves 10, et notamment les multi-10, ceux qui cumulent les troubles de la lecture, de l'orthographe, Mhm. etc. Et avec des aménagements adaptés, avec un soutien adapté, on peut vraiment accompagner ces élèves de manière efficace. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que souvent ce que je dis aux enseignants en formation et aux étudiants qui sont des futurs enseignants, l'équation de la réussite, c'est estime de soi plus motivation égale réussite scolaire. Donc déjà ça, si on peut travailler sur ces deux éléments, Alors, je vous remercie. Vous prenez un peu d'avance sur la question qui suivait, je crois, d'ici quelques minutes, qui était justement l'estime de soi, le manque d'estime de soi. Est-ce que ce n'est pas aussi un élément qui fait qu'on a beaucoup d'enfants aujourd'hui en échec scolaire parce qu'ils n'ont pas à la maison quelqu'un qui les rassure et qui leur dit qu'ils peuvent y arriver? On parle la question posée, est-ce que l'école crée aussi, crée et fabrique des laissés pour compte? Mais l'environnement familial, quel est l'impact? Est-ce que l'une d'entre vous voudrait répondre sur cette question? Et quel est l'impact de... Vous avez donné des éléments, ma foi, probants que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Oui, moi j'abonde dans le sens bien sûr des propos de monsieur. Il est certain que le manque d'accompagnement, le manque de présence familiale impacte forcément sur les apprentissages, mais pas que, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, et bien évidemment impacte forcément sur les résultats scolaires et sur les comportements en milieu scolaire. Et je crois que ça c'est très très important de pouvoir dire et redire aux familles, aux parents, aux accompagnants des élèves qu'il n'y a rien de plus important que de pouvoir fabriquer cette confiance en soi, et elle ne vient pas de soi. Voilà. Elle se travaille par des encouragements, par de la valorisation, par une image portée qui soit positive, et puis aussi par la transmission de valeurs aussi. Et ce sont ces valeurs qui nous sont chères, que nous retrouvons bien sûr dans les programmes de l'éducation nationale, mais pas que, également dans tout ce que l'on peut transmettre en tant que parent comme valeurs positives, qui aident à la construction du soi, du bien-être et donc de l'estime de soi. Ce qui serait peut-être intéressant aussi de dire, c'est que très souvent, on a longtemps parlé d'une école qui vient de l'autre bord, d'une école qui apprend des contenus qui ne sont pas adaptés aux réalités de notre territoire. Il y a un travail considérable qui a pu être mené par l'académie, notamment par les inspecteurs et les recteurs qui étaient en charge du dossier langue vivante régionale, pour justement acculturer nos élèves à ce milieu qui les environne et qui participe de leur estime de soi et de leur confiance en eux. Donc il est sûr que plus on connaît qui on est, plus on connaît d'où on vient, ce qu'est notre territoire, et plus on est à même d'apprécier ce qui est autour de soi, et donc par ricochet d'apprécier aussi qui on est. Voilà. Et pour autant, si on n'a pas autour de soi une famille qui aide à cette transmission, ça sera plus compliqué de réussir complètement. Alors pendant un temps, il me semble qu'il y avait, la question avait été posée, des ateliers de parentalité au sein de l'éducation nationale. Je ne sais pas si ça a été Alors mené oui, jusqu'à... bien évidemment, nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires. Les différents recteurs ont eu pour mission de comprendre qu'on ne peut pas travailler en vase clos et qu'il faut s'ouvrir à un partenariat plus divers, plus riche. Et donc moi, je suis très heureuse d'entendre mesdames qui participent, voilà, qui font partie active d'associations qui participent à la réussite. Et je crois que c'est justement ce terreau de partenariat qui favorisera et qui favorise la réussite pour nos élèves. Alors, vous faites le lien justement avec ma prochaine question pour vous, Madame Albin. Comment se déroule le retour aux études des personnes adultes? On l'a vu tout à l'heure en introduction, 1 personne sur 4 en Martinique est concernée par la situation d'illettrisme. Comment ça se passe, le regard de l'autre, le fait de reprendre les études à votre niveau? Alors, les situations sont diverses selon les profils. Il y a des adultes qui y vont sans problème. Alors souvent, ce sont des adultes en situation de handicap qui n'ont pas eu un cursus scolaire linéaire, qui reviennent et qui acceptent que d'autres adultes les aident. Et puis, il y a ces adultes qui viennent et qui ont honte. Il faut dire le mot, qui ont honte. Quelquefois, leur famille, leur propre famille, ne sait pas qu'ils viennent dans l'association prendre des cours pour apprendre à écrire, à lire, etc.
Et d'ailleurs, bon, je ne fais plus partie de cette association-là, mais je me souviens de monsieur, il était charpentier, et bon, j'étais plus jeune, donc il me dit ça me gêne qu'une jeune personne comme toi vienne m'apprendre à lire. Je lui ai dit, mais tu sais, moi, c'est ce que je sais faire, donc je te l'offre, mais toi, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais construire, tu sais faire construire des charpentes de maison, et moi, je ne sais pas. Donc, si tu dois m'apprendre quelque chose, ce sera ça. Donc, on partage simplement des choses qu'on maîtrise, tout simplement. Et on crée du lien comme cela pour pour qu'ils acceptent, euh, pour qu'ils aient une meilleure estime d'eux-mêmes. Parce qu'il y en a Il y beaucoup. revient hein, à cette Il y a, estime de voilà, soi. il y a beaucoup d'adultes, surtout des personnes qui ont plus de 40, de 50 ans, qui ont du mal à accepter de ne pas savoir lire, de ne pas savoir écrire. Voilà. Ouais, ouais. Selon vous, y a-t-il un impact, quand on parle d'illettrisme, sur l'économie locale? Alors, forcément, il y a un impact dans la mesure où le fait de ne pas maîtriser l'écrit, ça va vous empêcher d'accéder à certains métiers. Mhm, Donc c'est surtout dans ce sens-là, bien sûr, je oui. pense. Après, si vous me permettez de revenir sur un élément, c'est la définition de l'estime de soi. Mhm, Parce que l'estime de soi, en fait, c'est deux aspects. C'est l'image qu'on a de soi, mais c'est aussi l'image que vous percevez de vous à travers le regard des autres. Et j'accompagne beaucoup d'enfants, d'élèves, d'adolescents, et là, les adultes, les modèles, les référents, les enseignants ont un rôle, la famille, l'entourage, un rôle essentiel à jouer, en mettant l'accent sur des feedbacks, des retours, on va dire, qui soient plus positifs, mhm. Tout à fait. plus constructifs. Et vous voyez, ce matin, j'étais avec des enseignants spécialisés dans le cadre de leur formation, et c'est un des éléments sur lesquels on met l'accent, le fait de donner des feedbacks positifs de manière Mhm. systématique aux élèves. Et parfois, quand je dis ça, les enseignants me disent « Oui, mais bon, là, ce qu'il a fait, il n'y a rien de bon. » Oui, mais il a fait quand même l'effort. Donc déjà, ça, on peut le mettre en avant Mhm. avant de mettre l'accent sur d'autres éléments un peu plus négatifs, quoi. Vraiment, l'estime de soi, on le voit bien sur les premières interventions, c'est fondamental. Alors, Monsieur Cagliari, quand on vous écoute, on a tous envie d'avoir un prof comme vous qui encourage et qui met au moins un parce qu'on a au moins écrit au moins son nom sur la feuille. Mais après, force est de constater que malheureusement, tous les enseignants n'ont pas cette empathie. Il faut dire ce qu'il y a, d'où la question. Hein, l'école crée-t-elle aussi, fabrique-t-elle aussi des laissés-pour-compte? Parce qu'on se rend compte que souvent, et nombre de fois, les Itata, vous me direz, hein, dans vos commentaires, si vous êtes d'accord ou pas, mais on entend souvent, quand un enfant n'est pas bon en classe, on le met de côté et l'enseignant souvent s'occupe des meilleurs. Est-ce qu'il y a des dispositifs de formation ou des ateliers qui existent? Bon, l'empathie ne s'apprend pas, on l'a ou on l'a pas, mais au moins des méthodes de travail aux enseignants. Je ne sais pas qui voudrait répondre à la question. Vous voyez, quand je vois la question, elle tombe dans mon jardin et ça me gêne un petit peu parce qu'effectivement, on peut voir le côté négatif, mais au niveau de l'académie en particulier, il faut reconnaître le dynamisme des projets qui sont menés au niveau de l'académie. Et là, je tiens à saluer vraiment le travail qui est fait, en particulier au niveau de certaines cellules, notamment la cellule d'innovation pédagogique, la CARDI, où on est le département où il y a le plus de projets académiques menés, si on compare au niveau hexagonal. Ok, national. Plus de 150, oui, D'accord. au niveau national. Donc plus de 150, c'est quand même pas mal. Sur des thématiques comme l'illettrisme, sur l'échec scolaire, sur plein de thématiques variées. Donc vraiment, il y a des dispositifs en place, notamment ce dont je viens de parler à travers la formation des enseignants spécialisés, ce qu'on appelle le KPI. Donc c'est un certificat d'aptitude pour l'école inclusive, des enseignants qui vont intervenir auprès d'élèves en situation de handicap, en ULIS, en SECPA, etc. Donc vraiment, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent. Alors je ne dis pas que tout fonctionne parfaitement, c'est pas ça. Mais vous avez notamment à travers ce qu'on appelle le plan d'accompagnement personnalisé, le PAP pour ceux qui connaissent, les élèves qui souffrent de troubles des apprentissages bénéficient d'aménagements spécifiques. Donc il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui existent. Je ne dis pas que tout fonctionne parfaitement, mais on a quand même des choses qui sont mises en place. Oui, absolument, je le rejoins complètement. Bien sûr que l'Académie, au cours des dernières années, ça fait un moment hein, que ça dure, déploie de nombreux projets hein, qui permettent effectivement le développement, l'attention aux plus fragiles, mais également l'attention sur les résultats scolaires, parce que ça aussi, ça a un impact pour nous, hein, forcément. Donc les projets, ils sont variés, les personnels investis
sont nombreux et très attentifs à accompagner au mieux leurs élèves autour de ces projets, qu'il s'agisse des enseignants que je salue, qu'il s'agisse des inspecteurs, des IEN, mais des IAIPR également dans le second degré, des IENET. Je crois qu'il y a une vraie motivation des conseillers pédagogiques, des maîtres formateurs qui accompagnent justement pour que cette professionnalisation des enseignants soit la plus juste possible et la mieux adaptée finalement aux besoins du territoire, aux besoins de nos élèves et aux besoins des familles que nous accompagnons aussi. Donc là aussi, hein, j'en profite pour saluer le travail monumental mené par les directeurs d'école et les chefs d'établissement pour l'enseignement privé qui déploient une énergie importante pour trouver les solutions les meilleures pour pouvoir accompagner et prévenir l'échec scolaire. Donc c'est un travail de longue haleine. Bien sûr, on ne peut pas résoudre tout d'un coup de baguette magique, mais je crois que la volonté est vraiment très ferme, elle est là. La volonté de se pencher sur les difficultés, d'analyser les résultats, les évaluations et de proposer des formations adaptées aux enseignants. D'accord. Alors, oui, Stéphanie, vous vouliez intervenir. Oui, c'est vrai que j'ai énormément de choses qui me viennent, notamment sur votre intervention où vous parliez tout à l'heure du charpentier qui avait honte. Et en fait, en vous écoutant tous, c'est très riche d'informations. Parce qu'évidemment, moi, je n'ai pas toutes les données. Je vais vraiment parler de ceux qui me concernent. Quand vous prenez l'exemple du charpentier, il est parfait. Parce qu'il il me permet simplement de mettre en exergue que souvent, les gens ne savent pas qu'il y a plusieurs types d'intelligence. C'est ça. Et qu'il y a énormément de neurones qui vont se connecter pour pouvoir faire ce qu'on dit être manuel, alors que ce n'est pas que manuel. Et donc, on a un problème de considération de l'intelligence, de la condition dans laquelle on peut dire « je suis fier de moi », est-ce qu'elle est reliée uniquement à l'école ? Et à ce moment-là, si c'est uniquement lié à ça et qu'un enfant se sent valorisé parce qu'il a de bonnes notes, là, on a un problème. Je pense qu'il y a aussi cette vision-là qui manque cruellement de se dire « ben moi, voilà, j'ai choisi cette voie-là ». Et en fait, mon intelligence s'exprime dans ça et je suis fière d'exprimer mon intelligence dedans. Et du coup, l'implication n'est pas la même. Parce qu'effectivement, cette personne va être performante, elle va être brillante et elle ne va pas se limiter à un quotidien de répétition d'actions qui sont plus ou moins fades ou juste habituelles. Voilà. Et ça, c'est ce que je rencontre le plus souvent quand j'accueille des enfants, des ados, des adultes. Je vous rejoins parfaitement. L'estime est en berne parce que s'il y a eu difficulté scolaire, on n'est rien. Voilà. Dans l'imaginaire collectif, c'est souvent le cas. Fort heureusement, en 2025, ça a beaucoup évolué. Je salue vraiment tout le travail qui est mis en place par toutes les cellules, qu'elles soient liées à l'académie ou associatives, mais on a encore beaucoup de travail. Oui, alors on a beaucoup de travail et je suis totalement de votre avis et c'est vrai que c'est un des freins et quelque chose qui est souvent reproché à notre système éducatif de façon beaucoup plus globale. Il s'agit souvent et surtout de compétences académiques que nous développons, le français, les mathématiques, et très souvent, effectivement, est mis de côté toute la partie intelligence multiple dont vous avez fait référence. Et là, c'est vrai que ce questionnement, le ministère se l'est approprié. La preuve en est que de nouveaux programmes sont sortis qui concernent les compétences, le développement de compétences psychosociales. Donc, on est bien conscient qu'il y a un travail à mener de réflexion sur ce qu'est un être finalement aujourd'hui et comment il peut réussir en développant des capacités, des compétences d'écoute, de mise en relation avec l'autre. Ça, ce sont aussi des compétences qui permettent à un individu de réussir. La réussite ne s'arrête pas effectivement au lire et écrire. L'intelligence logico-mathématique dont vous parliez tout à l'heure. Il me semble qu'il y en a 7, il y a 7 en tout cas reconnus. Monsieur Calvary, dites-nous. Oui, effectivement. C'est vrai que cette théorie est développée à l'origine par Howard Gardner. C'est un prof de psychologie à l'université de Harvard. Bon, a priori, on peut se dire l'université de Harvard sont des gens sérieux. La théorie, vous me direz, c'est le propre de toutes les théories, des remises en cause. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de validation scientifique de cette théorie-là. Initialement, il y en a 8, 7. Alors, en fait, logico-mathématique, verbal, kinesthésique, le fait de travailler dans son corps, corporel, interpersonnel, intrapersonnel. Bon, sont des choses qu'on peut observer quand même dans la réalité professionnelle, dans le métier d'enseignant. On voit bien qu'il y a des élèves qui sont plus ou moins à l'aise dans certains domaines. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter à son environnement. On n'a pas tous ce même profil.
On le voit bien, en termes de mémorisation, il y en a qui ont besoin de répéter les choses à haute voix, d'autres de faire des schémas. Donc on sent que là, il y a des différences entre les personnes. Donc ça, c'est effectivement reconnu scientifiquement. Alors après, l'intérêt, c'est d'être capable de différencier pédagogiquement et surtout d'être capable aussi de, encore une fois, je reviens là-dessus, sur l'aspect estime de soi et motivation, parce qu'on a défini estime de soi, mais l'aspect motivation est quand même essentiel. Oui. On parle des résultats scolaires. Et lorsqu'on parle de résultats scolaires, bien souvent, je prends un exemple très simple, hein. Souvent, quand l'enfant rentre de l'école, admettons, première évaluation en CP, il a eu un devoir en mathématiques. Qu'est-ce que les parents vont demander? Quelle note tu as eu? Voilà. Deuxième question, c'est quoi la meilleure note? Oui, c'est clair. Voilà, comme ça, J'avoue, je suis coupable. Ça, c'est clair. dans les je crois que toutes les résultats mamans ici. PISA, les études PISA, hein, d'évaluation des systèmes éducatifs, malheureusement, la France est, alors peut-être dans la première position, mais si on inverse le classement, vous me pardonnerez la boutade. Mais bon, c'est quand même 25e sur 84. une- Nous ne sommes pas les premiers de la classe. Voilà. Ni les derniers, encore Et, heureux. Non, si on heureusement, compare mais quand avec même. les pays d'Europe du Nord qui obtiennent les meilleurs résultats, Finlande, Suède, Danemark, Norvège, etc., eux, les évaluations chiffrées commencent à partir de 15 ans. Et culturellement, la question que poseraient les parents, c'est qu'est-ce que tu as appris? Donc vous voyez, en termes de motivation, c'est pas pareil. On est sur de la motivation extrinsèque, qui va avoir... Alors, l'idée, c'est d'être motivé, bien sûr, mais si on met uniquement l'accent là-dessus, ça va générer de l'anxiété chez nos élèves. Et donc l'idée, c'est de mettre plutôt l'accent sur la motivation intrinsèque, le plaisir d'apprendre de nouvelles choses, le plaisir de repousser ses limites, voilà. Donc ça aussi, c'est un aspect qui est quand même Oui, et important. tout ça, ça va en lien, bien sûr, avec le sens porté aux apprentissages. Pourquoi j'apprends? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail de contextualisation, d'explicitation qui est absolument nécessaire dans les apprentissages. On ne peut pas passer outre. Dites-moi, y a-t-il quelque chose qui aiderait un processus de détection des enfants qui serait avant qu'ils ne quittent l'école? Est-ce que ça, bon, vous allez me parler peut-être du bac, la sanction de l'examen en fin de cycle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui détecte, parce qu'on en trouve ces enfants, ces personnes adultes, une personne sur 4, ils viennent d'où? Alors, il y a des indicateurs, et c'est vrai que la formation des enseignants, elle est essentielle. Dans le repérage, ils vont pouvoir, par expérience, et alors souvent ce que je dis aux enseignants, c'est on ne va pas faire d'eux des orthophonistes ou des neuropsychologues, c'est pas ça. Mais il y a des indicateurs assez marquants. Par exemple, ce matin, je l'expliquais en cours, un élève qui n'arrive pas à reconnaître l'étiquette de son prénom en majuscule, en fin de grande section. L'étiquette de son prénom en majuscule. Oui. Il y a un aspect affectif, c'est son prénom. Ou celui de ses camarades en fin de grande section. C'est une compétence normalement qui est censée être acquise en fin de petite section. Petite section, il n'a pas. Moyenne section, il ne l'a pas. Et fin de grande section, il ne l'a toujours pas. Là, clairement, il faut qu'on mette en place quelque chose pour cet enfant. Officiellement, le diagnostic de... Enfin, j'insiste là-dessus parce que c'est quand même une des causes majeures de l'illettrisme. Il faut attendre 18, voire 24 mois après l'entrée au CP pour qu'on puisse poser officiellement le diagnostic de dyslexie. C'est 1 an et demi, voire 2 ans. Vous voyez que... Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des enfants qui ont un décalage en termes d'apprentissage par rapport au fonctionnement de leur cerveau. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Et parfois, ça leur prend un peu plus de temps. Mais on peut mettre en place des choses dès la fin de la grande section, avant l'entrée au CP, pour que l'élève n'accumule pas des lacunes. Et le problème de l'illettrisme, c'est ça. C'est que l'élève va accumuler des lacunes, et au final, il sort du système sans maîtriser les compétences de lecture de base. Je pense qu'à la maternelle, quand même, tout se joue avant. Enfin, pour moi, l'école maternelle, c'est les fondamentaux. Voilà. Ce sont les fondamentaux. Et les collègues de maternelle font quand même mettre en place ce qu'il faut. Par exemple, certains protocoles ont été mis en place, certains dispositifs ont été mis en place à un moment dans l'académie pour aider justement les enfants, les élèves à avoir les prérequis qui étaient nécessaires à l'apprentissage de la lecture. Ça a duré quelques années. Il s'agit du programme Parler. Du programme Parler Tout à à fait. l'époque, Oui. voilà. Et on préparait les enfants pour qu'ils n'aient pas de difficultés à rentrer dans la lecture une fois qu'ils seraient au CP. Donc on travaillait le lexique parce qu'il fallait enrichir le vocabulaire, il fallait que le langage aussi soit construit, structuré, voilà, la syntaxe. On travaillait également la compréhension parce que lire et parler, c'est aussi, il faut comprendre aussi tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, etc. Et on travaillait aussi la phonologie. La phonologie, c'est l'étude des sons. Et tout ce travail-là permettait de préparer les enfants aux acquisitions, aux apprentissages liés à la lecture.
Donc, bon, ce programme-là n'existe plus, mais l'objectif de la maternelle, c'est ça. Tout ce qui est fait en maternelle, c'est de préparer les enfants aux apprentissages du CP en lecture, en mathématiques. Et évidemment, il y a toute la partie épanouissement également, mais c'est l'objectif de la maternelle. D'accord. Alors, Stéphanie Cotrebilly, j'aimerais retourner sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous nous aviez dit que vous avez fait un grand écart entre pratiquement une situation d'échec scolaire à l'excellence et à la réussite. Dites-nous, partagez d'ailleurs avec nos téléspectateurs, qu'est-ce qui vous a permis de rebondir? À quel moment vous avez eu ce déclic en vous disant, OK, là, la situation est grave, il faut que... Allez. Merci de me donner la parole sur cette expérience qui effectivement était... Alors pour moi, ça s'est passé en 6e, hein, parce que en CP, j'ai eu aussi ce petit décalage-là sur les apprentissages en mathématiques. Et en fait, là, je suis obligée d'ouvrir mon cœur aux enseignants qui ont été des catalyseurs tout au long de ma vie, parce qu'effectivement, j'ai juste une maîtresse qui a pris un peu plus de temps pour m'expliquer, et après, je suis devenue une matheuse. Donc, on est parti d'une problématique qui durait pendant 2 mois à un apprentissage qui est finalisé en très peu de temps. Et j'ai gardé en tête qu'en fait, il y avait cette capacité. On parlait de motivation. Je pense que savoir qu'on est capable, après des explications, de résoudre un problème, ça stimule la motivation. Et quand c'est fait effectivement dans les petites classes, ça peut devenir un bagage à vie qu'on ressort de temps en temps en fonction de la configuration. Et moi, en 6e, l'échec scolaire commençait à arriver. Alors, à l'époque, c'est vrai qu'avoir 9,82 de moyenne, c'était un drame. Je trouve que les élèves sont très décomplexés aujourd'hui. Mais pour moi, 9,82, c'était l'échec scolaire, c'était l'excellence ou rien. Et émotionnellement, ça n'allait pas du tout. Voilà, une situation familiale qui était assez complexe à vivre. Et donc, j'avais d'un côté des professeurs qui me disaient que j'étais une cause perdue. Ça m'a beaucoup stimulée aussi. Et de l'autre, une qui luttait, qui disait non, elle en a sous le capot. Et en fait, je me suis intéressée à cette phrase, c'est quoi, ça veut dire quoi, tout en sachant que je m'inscrivais dans toutes sortes d'activités et que j'ai découvert sur tard que j'étais dyspraxique, donc je ne réussissais pas dans les activités annexes. Donc échec plus échec, ça faisait beaucoup, mais il fallait quand même s'intéresser à elle en a sous le capot, ça veut dire quoi, bon. Et en restant fixée sur cette phrase-là, en demandant à mon prof, mais qu'est-ce qu'il pense que j'ai comme compétences, et en conscientisant davantage ces compétences, j'ai pu les mettre au service de toutes les matières et passer de 9,82 au premier trimestre à 15,82. Donc, c'est un bond qui est assez probant. Et l'idée n'était pas de rester dans une irrégularité, mais de comprendre quelles étaient les ficelles. Bon, en 6e, je réfléchissais déjà beaucoup, mais quelles étaient les ficelles qui permettaient de fixer ça de façon définitive. Et j'ai gardé ça en bagage, parce que je trouve que ce sont des expériences à raconter, parce que rien n'est figé et que le corps enseignant fait un travail remarquable. Il y aura toujours des personnes qui auront un avis assez particulier, peut-être limité, ce sont des êtres humains avant tout. Et puis, une écrasante majorité qui fait extrêmement bien son travail et qui est capable de dépister les capacités, de les optimiser et puis de permettre à l'élève d'avoir une vision un peu plus ouverte sur ce qu'il est capable de faire et créer la réussite. Et dites-moi, aujourd'hui, en tant que coach de vie, qu'est-ce que vous dites aux élèves que vous avez en salle, en atelier, pour les booster à leur tour? Alors, les Ceux enfants, qui sont en difficulté, bien sûr. Par la force des choses, je me suis retrouvée avec beaucoup d'élèves qui avaient un profil assez atypique, qui sont extraordinaires, capables de comprendre à une vitesse très très rapide ce que je leur demande, et pourtant, il faut mettre le corps et l'esprit en mouvement dans un laps de temps très court. Donc il me dit, c'est bizarre, je réussis tout avec toi, mais à l'école, c'est une catastrophe. Donc on apprend à discuter de ça. Qu'est-ce que tu estimes être une catastrophe? Est-ce que tu as écouté, travailler la qualité de communication, on en parlait tout à l'heure, et puis avoir une justesse un petit peu plus avérée sur la situation. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu as essayé de faire autrement? Est-ce que tu as demandé de l'aide? Comment tu en parles avec tes parents? Ah, mais j'en parle pas, c'est la honte. Et en général, c'est ce sentiment de honte qui enferme dans un espèce de, j'aime bien ce terme, c'est comme un ghetto en fait. Hein. On est tous avec les mêmes problématiques, au même endroit, et on n'ose pas en parler, donc on n'en sort pas. Et l'idée pour moi, c'est de pouvoir leur donner une méthode assez simple, pour valoriser l'estime de soi, stimuler la motivation et passer le cap de faire quelque chose de nouveau,
pour pouvoir se mettre en situation de réussite. Et c'est vrai que le corps, c'est un outil formidable pour passer à l'action au niveau de l'esprit aussi. Les deux se relayent et on fait des expériences, tout simplement. La dernière en date, c'était pas d'écran avant les cours. Donc pour des adolescents, qu'ils acceptent tous, sans exception, de ne pas utiliser d'écran pendant une semaine pour qu'on fasse une expérience et qu'ils voient qu'au niveau psychomoteur, ça progresse et qu'au niveau cognitif aussi, effectivement, les notes étaient meilleures dans la semaine d'évaluation. Et puis après, il faut qu'il y ait un relais à la maison, il faut aussi que les parents puissent prendre soin d'eux, qu'ils ne soient pas intoxiqués par les écrans de la même façon que les enfants pour qu'il y ait un cercle vertueux. Voilà, en tout cas, dans le cadre de mon activité, c'est comme ça que j'oriente les choses, parce que le constat, et je vais finir sur cette question avec ça, était assez probant en 2020 et 2021, après le Covid. Après des mois et des mois d'écran, plus rien ne fonctionne, ni le corps, ni l'esprit. Donc il fallait trouver une méthode qui permettait d'optimiser tout ça et de recréer de la réussite. Voilà. D'accord, super. Ce que je voulais ajouter, Oui. Monsieur Cagliari, quand il a donné la définition de l'illettrisme, il a parlé surtout des enfants qui ont des troubles. Mais 30% quand même des personnes illettrées en Martinique, ce sont des personnes allophones, dont la langue maternelle n'est pas le C'est français. français. Donc c'est encore une autre problématique. Et dans les personnes, dans les personnes en situation d'illettrisme, il y a également des personnes qui ont un niveau social, des personnes qui sont en difficulté sociale. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on oublie aussi voilà, ces données-là quand même quand on parle d'illettrisme. C'est ça. Alors, la question suivante, elle est pour vous quatre. Hein. Selon vous, est-ce que l'échec scolaire est forcément synonyme d'échec futur de vie, même si la réponse semble évidente pour nous? Peut-être que certains y tâtent, parce que vous savez, nous, parents, on a parfois cette erreur que nous faisons de manière récurrente. Je dis, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu vas finir comme ci, tu vas finir comme ça, ou comme un tel, une telle. Est-ce que l'échec scolaire, un enfant qui est en échec scolaire, est forcément synonyme d'échec professionnel ou d'échec de vie personnelle par la suite? Heureusement que non. Heureusement que non. Dites-le Je crois haut que et fort. les exemples sont nombreux et variés. Heureusement Oui. que non, bien sûr. Le déterminisme, non, ça c'est pas possible. Un élève qui a des difficultés, qui rencontre des difficultés, qui est en échec scolaire, n'a pas, voilà, pour vocation de rater complètement sa vie, de rater sa vie tout court. C'est loin d'être le cas. Donc je crois qu'il faut rassurer et informer les parents sur le fait que l'accompagnement, s'il est nécessaire, le travail autour de la motivation et de l'estime de soi, il l'est tout autant, et il faut le dire et le redire. Les résultats scolaires ne sont pas forcément voilà, signe d'une fatalité et d'une vie complètement ratée. Par contre, c'est sûr qu'il faut s'attaquer, et c'est tout le travail des accompagnants et des parents et des familles, et puis des professionnels de l'éducation, d'accompagner au mieux pour C'est pouvoir... ça. Donc, avant de passer à la... Oui, vous vouliez Alors, dire. effectivement, parce qu'il y a une corrélation assez forte en fait, entre le décrochage scolaire et l'illettrisme. Et on en revient encore à cet aspect motivation. Quand l'élève a identifié un projet professionnel, qui peut être lié, et généralement c'est ce qu'on conseille, à ses centres d'intérêt, voire à sa passion, à ses passions, là quand même on met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Oui. Et j'insiste bien là-dessus parce que je le vois même à l'université, parmi nos étudiants, on a parfois des profils qui sont en deuxième, troisième année, voire parfois même en master, et qui hésitent encore sur leur projet professionnel. C'est pas une tare, c'est pas non plus... Mais je veux dire, le fait d'avoir un projet et le plus tôt possible et d'aider l'élève à formaliser ce projet, ça lui donne vraiment un petit coup de boost là et il fournit les efforts nécessaires pour éviter de se retrouver dans des Je situations vous rejoins, Monsieur Cagliari. C'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. Cette voie professionnelle, elle doit être valorisée. Un enfant qui ne trouve pas sa place dans le système scolaire parce que trop de difficultés à rentrer dans les apprentissages a toute l'attitude, grâce aux filières professionnelles, à trouver sa voie et à finalement réussir. C'est quand même ce qu'on recherche. Et là, je salue tous les collègues de SECPA, des sections d'enseignement général spécialisées, qui apportent justement tout ce qu'il faut, tout ce matériau pour permettre à ces élèves de développer
ses compétences, leurs compétences dans d'autres domaines que ceux qui sont académiques. C'est ça, donc en d'autres termes, non, l'école n'est pas seule responsable de l'échec scolaire. Il y a aussi d'autres facteurs. Vous en avez cité, Monsieur Cagliari, environnemental, la famille, l'environnement sociétal et familial également. Ben, écoutez, c'est super. On avance un peu dans notre débat. Nous allons passer tout de suite à la tribune digitale pour répondre à la question des téléspectateurs. À tout de suite. La tribune digitale, la question. Alors, si nous ne faisons rien, disent téléspectateurs, si nous ne faisons rien, à quoi ressemblera la Martinique dans 20 ans avec un système qui n'a pas su inclure toute une génération d'adultes qui se retrouvent illettrés aujourd'hui? Alors, je l'ai trouvé un petit peu catastrophique, cette question. oui, On catastrophique. tombe, mais elle est intéressante. Oui, on a là quelqu'un qui est un petit peu pessimiste, mais encore une fois, il y a vraiment un réel travail et je tiens à saluer le dynamisme de nos enseignants. Je ne dis pas que tout fonctionne super, mais on a vraiment là, au niveau de l'académie, des enseignants qui quotidiennement essayent justement d'éviter qu'on se retrouve dans ces situations-là. Donc je reste plutôt confiant, surtout qu'on a vraiment des outils là en termes d'accompagnement et notamment à travers les outils liés à l'intelligence artificielle, liés aux outils numériques qui permettent de contourner les difficultés. Alors c'est vrai que je mets l'accent sur les troubles d'apprentissage parce que ça fait partie de mon champ de compétences, de mes recherches, mais on a des outils qui permettent à nos élèves d'être autonomes. Les élèves qui sont en situation de handicap, par rapport à ça, ils bénéficient d'un tiers-temps. Et là, lorsqu'on a un accompagnement et une utilisation optimale de ce type d'outils, certains n'utilisent même plus le tiers-temps. Donc, pour répondre à la question de votre téléspectateur, voilà un exemple. On n'est pas... Non, je reste quand même optimiste. Mais quand on apprend à lire à 40 ans, à 50 ans, qu'est-ce que ça change de sa vision du monde, selon l'expérience que vous avez eue les uns les autres? Quelqu'un qui sort de l'illettrisme, surtout vous, Madame Albin. On ne se sent pas exclu, parce que souvent, les adultes en situation d'illettrisme, ils vont développer une façon de fonctionner pour que les autres peut-être ne se rendent pas compte, qu'ils ne savent pas lire, qu'ils ne savent pas écrire, des compensations, etc. Et donc, ils seront dans leur milieu, ils seront au travail par exemple, ils vont faire en sorte que leurs collègues ne se rendent pas compte qu'ils ne savent pas lire, qu'ils ne savent pas écrire. Mais il faut quand même comprendre que... J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Repose-moi la question. Vous pouvez me reposer la question. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. On parle d'illettrisme, c'est pas bien grave, on retournera sur le sujet tout à l'heure. L'idée étant de savoir si aujourd'hui, à 40 ans, 50 ans, quand on apprend à lire, si on se... Est-ce que ça veut dire qu'avant, le manque, l'estime de soi, dont on parlait, la motivation, il n'y était pas, et enfin, on devient quelqu'un? Ça dépend des profils. Pour certaines personnes, c'est valorisant. Quand j'étais dans cette association, il y avait une personne d'un certain âge, plus de 70 ans, qui a appris à lire. Elle en était fière. Moi, je me souviens de ma grand-mère. Elle a quitté l'école à 13 ans. Son dada, c'était de prendre un livre l'après-midi. Tous les après-midi, il fallait absolument qu'elle lise. Si elle ne lisait pas, elle ne se sentait pas... elle ne sentait pas que sa journée était accomplie. Et puis, il y a d'autres personnes, parce qu'elles ont eu un problème de santé qui les ont fait oublier certains mécanismes de la lecture. Ils reviennent, mais sans pour cela que ça leur pose problème. Voilà, donc ça dépend en fait des profils de chacun. Alors, on a beaucoup cité ce mot, estime de soi, motivation. Comment faire? Parce qu'on a dit, vous l'avez très clairement tous les quatre mis en avant, mais comment faire pour instiller chez ces jeunes-là cette estime de soi pour leur dire « tu peux y arriver ». Si à la maison, comme on l'a dit tout à l'heure, on leur dit l'inverse, comme vous disiez Stéphanie tout à l'heure. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une façon de faire à l'école, Monsieur Cagliari, Madame Lupon? Il y a des méthodes pédagogiques, bien sûr, qui sont variées, diversifiées. Quel enseignant enseigne la maîtrise de l'estime de soi, pardon?
Alors, mais ça se fait alors de façon transversale, hein, je Mhm. dirais, au travers des apprentissages. Voilà, on aborde ces questions-là sur des thématiques diverses et variées. Je pense qu'il y a aussi peut-être des domaines qui sont peut-être plus adaptés, qui favorisent davantage cette estime de soi. Je pense aux arts, au théâtre, à la Mhm. musique, aux arts plastiques, qui favorisent aussi à l'éducation physique et sportive, qui favorisent la conscientisation de soi, finalement, hein, par le corps. Et le rapport au matériel, aux matériaux, ça aussi, et à l'autre, par la voix, par la gestuelle, quand on évoque le théâtre par exemple, ce sont autant d'activités qui permettent dans le milieu scolaire de développer bien sûr cette estime de soi. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'environnement scolaire qui a aussi un impact. On parle beaucoup d'harcèlement aujourd'hui. Bah, quand on parle d'harcèlement, bien sûr, on parle forcément pas forcément de bientraitance, mais plutôt de maltraitance. Mhm. Et c'est un facteur qui peut effectivement impacter une scolarité, impacter la réussite. Et il y a tout un travail qui est mené, là encore, par l'Académie, au travers de différents dispositifs pour favoriser cette relation à l'autre et faire en sorte qu'elle soit de très très bonne qualité. Oui, parce qu'on ne sait pas les dégâts que provoquent de Oui, tels oui, mots. ils sont importants. Vous nous avez partagé votre témoignage tout à l'heure. Monsieur Cagliari, quelles conséquences cela Alors, provoque chez un enfant? juste pour finir de répondre à la question, si vous me permettez, Bien déjà, sûr. il y a un travail de prise de conscience Mhm. de notre posture, de notre discours en tant que parent et en tant qu'enseignant. C'est vraiment important parce que en psychologie, il y a un effet qui s'appelle l'effet Pygmalion. Alors l'effet Tout à fait. Pygmalion, concrètement, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, hein, je vais à l'essentiel, vous prenez deux classes, la classe de 6e A, la classe de 6e B. La classe de 6e A, on dit aux profs, ce sont de très bons élèves. La classe de 6e B, on lui dit, ils sont nuls, de futurs délinquants, il n'y a rien à en tirer. Sauf que c'est faux. Ils ont exactement, les élèves, le même profil. On revient à la fin de l'année, à la fin du trimestre, à la fin du mois, et on regarde. Les élèves de 6e A, les soi-disant bons, sont effectivement avec de bons résultats. Les élèves de 6e B, les soi-disant pas terribles, ont des résultats en chute libre. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'enseignant, sans vouloir stigmatiser l'enseignant, hein, c'est humain, il a modifié son attitude, il a modifié son discours. Et le pire dans l'histoire, alors, on parle d'effet Pygmalion quand c'est positif et d'effet Golem quand c'est négatif, mais bref, le pire dans l'histoire, c'est que l'élève, il va à un moment intégrer ça. C'est-à-dire qu'il est persuadé effectivement qu'il n'est pas bon et qu'il ne va pas y réussir. Et donc finalement, faut pas que ça ne sert à rien que je fasse l'effort puisque je ne vais pas réussir. C'est ça. Donc la conclusion de mon histoire, c'est qu'il y a une prise de conscience pour nous en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant qu'enseignants, sur les feedbacks, notre attitude, notre posture vis-à-vis de nos élèves, vis-à-vis de nos enfants, en encourageant leur réussite. Et c'est valable dès le plus jeune âge. Le petit garçon, la petite fille qui a du mal à faire ses lacets, au lieu de dire « mais non, tu vas pas y arriver », là on laisse faire. Bon, on sera peut-être en retard avec son embouteillage à l'école, mais c'est pas grave. Là, c'est comme le loto, ça peut rapporter gros. Donc voilà un exemple simple de petites choses, et ça, c'est dans le quotidien. Oui, et puis il y a tout ce travail autour du développement de l'autonomie, hein. Vous parliez, Monsieur Cagliari, de savoir faire ses lacets. Plus on permet à l'enfant, plus tôt on lui permet de rentrer dans cette autonomie et dans cette responsabilisation, et plus forcément il va développer des stratégies pour pouvoir mettre en œuvre sa propre réussite, quel que soit le domaine. Savoir attacher, faire ses lacets, savoir ranger son sac, ce sont autant de compétences que les parents doivent aider l'enfant à développer, mais pas en faisant à sa place. Et c'est vrai que c'est un écueil qu'on rencontre souvent. On se dit, voilà, on va le surprotéger, on va l'aider à réussir, donc on va lui préparer son sac, on va lui préparer son petit déjeuner, on va lui faire ses lacets, on va l'aider à structurer son travail scolaire, alors que oui, il faut être là, mais surtout aider à développer cette autonomie. L'autonomie, absolument. Oui. Eh bien, écoutez, Mais pour oui, revenir rapidement à la tribune digitale qui Oui. disait elle commencera la Martinique Dans 20 ans. dans 20 ans, mais si on regarde, il y a 50 ans, il y a 60 ans, le taux d'illettrisme et d'analphabétisme en Il y a eu Martinique un bon... était beaucoup plus énorme. élevé. Ah oui, tout à fait. Et petit à petit, on grappille des pourcentages et le taux d'illettrisme, il diminue. Il prend du temps, certes, mais ça diminue. Donc il faut quand même rester optimiste. On est en bon chemin. Je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que souvent, les personnes sont assez désabusées. Ils me disent, mais comment tu fais avec les jeunes, les enfants Enfin, on a l'impression que c'est toujours de leur faute. Mais moi, j'aimerais bien souligner le fait
que contrairement à nous, ils ont une notion d'eux-mêmes qui est beaucoup plus sévère parce que c'est une génération qui baigne dans l'image et que la moindre réflexion négative vient écorner cette image-là et les mettre dans une case. Donc c'est vrai qu'il y a une fragilité assez marquée que j'observe depuis 10 ans et que bon nombre de personnes spécialisées observent bien mieux que moi. Mais en tout cas, si on n'en tient pas compte et qu'on catégorise ces jeunes et ces enfants, on risque effectivement d'arriver dans une société un peu compliquée. Je pense que le problème, il est aussi là de toujours vampiriser une génération et de se dire « Ah ben, ils ont un problème, mais c'est à nous d'y répondre ». Un nous citoyen, puis un nous professionnel aussi, de voir quelles compétences on peut mettre à leur service, tous, pour y arriver. Bravo. Très Voilà, belle tous. conclusion. Il y va évidemment de notre responsabilité collective. Je vous Tout à laisserai, car nous arrivons à l'issue de à la fin déjà de nos 52 minutes allouées, à chacun d'entre vous une petite poignée de secondes pour répondre à la question, est-ce que l'école fabrique, oui ou non, selon vous, des laissés pour compte? On va commencer avec vous, Madame Lupon. Oui, non, pour moi, elle ne fabrique pas. Elle s'efforce au contraire d'apporter les réponses adaptées à une société qui change très, très rapidement. Hein, il faut le dire, en l'espace de 10 ans, on a un contexte complètement différent. Donc, je crois que l'école essaye de s'adapter et fournit une réflexion, en tout cas, de fond pour pouvoir apporter les éléments probants pour favoriser cette réussite. Donc, pour moi, et je rejoins les autres invités, il faut porter un regard positif et optimiste sur l'avenir de nos jeunes, hein, de nos enfants, et se dire qu'avec ce regard bienveillant, avec le portement aussi, le portage de ces valeurs qui, et j'insiste beaucoup, sont fondamentales, de respect, d'écoute, de bienveillance, et bien tout cela, et de confiance en soi, avec tout cela, oui, bien sûr, on arrivera à la réussite. Merci pour ce message d'espoir, Madame Lupon. On le rappelle, vous êtes inspectrice de l'éducation nationale honoraire et directrice aujourd'hui des écoles catholiques du diocèse. Merci pour vos interventions. Je me tourne vers vous, Madame Albin. Oui, je rejoins Madame Lupon, hein, tout à D'accord. fait. Et parce que l'école aussi s'entoure de beaucoup de partenaires pour pouvoir Fortement. travailler justement pour répondre à ce problème de l'illettrisme. Il y a beaucoup de partenaires qui gravitent autour de l'école Mhm. pour aider cette partie de la population qui ne sait pas lire, qui n'est pas entrée dans l'écrit, etc. Quant au calcul, bon, on n'en parle pas. Mais il faut rester optimiste parce qu'il y a plein de personnes, d'organismes qui Nous essaient invitons les uns et d'apporter les des autres à aller au solutions. savoir. Même Oui, si on chercher où ils sait, sont. on est conscient dans la société qu'il y On va a, devoir qu'il faire y a beaucoup, quand même Madame un Albin, je suis souci. désolée. Mais D'accord. voilà, il faut penser aussi à tous ces partenaires qui gravitent. C'est ça, autour. parfois on ne sait pas qui sont là. Donc, Voilà, en fait, vous les tout à fait. encouragez Voilà. à chercher les numéros de téléphone, Oui, les noms oui, des oui, associations. Et vous faites partie d'ailleurs, Madame Cotrébil, Stéphanie Cotrébil, évidemment, de ceux qui gravitent, comme disait Madame Albin à l'instant. Vous répondez à la question. Tout à Allez-y. fait. Alors, ce serait très malhonnête de dire que oui, c'est non. C'est non. Je pense que très clairement, l'école est un formidable terrain de jeu, de développement de l'être humain. C'est une chance que d'autres n'ont pas. Et je ne peux que saluer le travail de ceux qui restent, parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent aussi. Ceux qui restent, qui continuent à rechercher, à mettre en place le plus de solutions possibles pour que ça reste un lieu sécure, heureux, où les enfants apprennent et deviennent. Bravo. Voilà. Merci. On termine avec vous, Monsieur Oui, Cagliari. alors non, clairement, je suis tout à fait d'accord, parce que tous les jours, quotidiennement, on a des enseignants sur le front, entre guillemets, qui font en sorte justement de trouver des solutions et de trouver des adaptations à nos élèves. Merci. Rappelez-vous, les Itata, merci à vous quatre d'être venus. Merci. Et rappelez-vous 2 mots très importants, maître mot, estime de soi, en fait, plus de 2 mots, estime de soi et motivation. Très bonne soirée et à jeudi prochain. Merci. Merci. Au revoir.